bienvenue dans cette nouvelle Deck Tech. Nous sommes en compagnie de Kozan Vesuli. Hello. Moi-même, Zach, on se connaît depuis fort longtemps. Voilà. On est ensemble pour une nouvelle Deck Tech. Une Deck Tech voilà, sur un jeu, plutôt un jeu aggro, j'ai envie de dire ça comme ça, un jeu aggro-combo. Alors en fait, c'est même un jeu combo-combo. C'est encore plus simple. Voilà. Donc c'est un deck elf, d'accord. Donc c'est une version qui va jouer notamment au doigt et à l'œil. En fait, c'est une version voilà, différente. C'est celle qu'on est habitué à voir. C'est ça. Donc tu vas nous la présenter. Ouais. Et effectivement, c'est un deck qui peut faire des choses. Donc je laisse la parole à notre ami Kozan. Hey. Donc c'est un deck elf comme tout le monde le sait, sauf que contrairement à la version que tout le monde connaît, qui va être vert noir ou vert noir splash blanc, qui est aggro et combo, c'est-à-dire qu'il y a un côté aggro, celle-ci est full combo. Donc c'est-à-dire qu'à l'aggro on va pas réussir à tuer. Par contre on va pouvoir réussir à partir en combo de manière beaucoup plus sûre et plus rapide que l'autre, c'est beaucoup plus explosif. Par contre c'est beaucoup plus fragile du coup à des cartes comme des Vras ou des Anger of God ou compagnie. Des anti-bêtes. Voilà, donc comme tout jeu elf, ça se base sur des créatures. Donc on va commencer par nos accélérateurs de mana. Donc on va commencer par les coups de mana les plus faibles. Donc on va voir les 4 elfes mystiques et les 4 elfes de Yenovar qui sont en gros la même carte, sauf qu'elles ont un nom différent, puisqu'elles sont toutes les deux elfes et druides. Elles ajoutent toutes les deux un mana. Ce qui nous permet de jouer 2 playsets. Ce qui permet d'en jouer 8 à la place d'en jouer 4. C'est juste ça. Et on va voir en 9ème carte, puisqu'on va voir encore un autre accélérateur de mana, qui va être le druide boréal. Alors le problème de cet elfe là, c'est qu'il donne de l'incolore. Alors souvent les gens vont se dire pourquoi est-ce qu'on joue pas elfe de la charmille à la place. Ouais. Je réponds tout de suite, parce que elfe de la charmille, ça ne permet de dégager qu'une forêt. Or il se trouve que dans ce deck elfe, il y a des moments où on pourra des fois jouer sans forêt. Là vous dites, oulala, c'est bizarre. Du coup, on va pas avoir d'une carte qui a la possibilité des fois de ne pas pouvoir donner de mana. Donc au pire il donne un incolore, mais au moins il donne quelque chose. On va avoir ensuite la panoplie des elfes à 2 qui sont joués dans tous les decks elfes, qui vont être les 4 visionnaires elfes qui sont 1-1 qui font piocher. C'est un elfe, ça fait piocher, c'est énorme. Là, derrière, on a pour 2 une 2-2 qui, si on contrôle un elfe au moment où elle arrive en jeu, on a notre token elfe. C'est les drops à 2, on en a 8. Ce sont notamment des cartes qui sont sorties dans Origin, il me semble. Voilà, alors celle-ci c'est une réédition. C'est une réédition. Ouais. Et celle-ci c'est une nouvelle carte, toute nouvelle, l'élite de Vidven. Donc la visionnaire elfe que tout le monde connaît, et l'élite de Vidven qui est une nouvelle carte qui est sortie et qui est un très bon ajout pour elfe, qui est des fois même joué en x1 x2 en Legacy. C'est ça. Donc voilà. Derrière on va avoir la pierre angulaire. Voilà, la pièce, les pièces centrales maîtresses de tous les jeux elfes, quel que soit le format. Hein. C'est ça. Que ce soit du Legacy, du moderne, combo, aggro, ce qu'on veut, que ce soit même des jeux EDH. Elle se prénomme la druidesse de l'héritage. C'est ça. Une carte Unco qui valait 1€, qui est montée à un moment jusqu'à 10€, qui est redescendue vers les 5. Donc qui a cette capacité de dire qu'on engage 3 elfes, donc elle-même aussi, donc elle plus d'autres elfes, et on fait 3 mana verts. Donc c'est génial. Ça permet même que les elfes qui ne sont pas des elfes à mana nous donnent du mana. Du coup, notre visionnaire elfe, l'élite et son token. D'ailleurs, avec l'élite de Vidven, c'est génial, c'est qu'on a une druidesse, un élite, on a directement les 3 elfes. C'est ça. Donc on va pouvoir se développer beaucoup plus vite. Et la deuxième partie de cette combo, ça va être la sentinelle des orties, la 2-2, qui du coup va de pair avec elle, puisqu'elle dit qu'à chaque fois qu'on on lance un sort vert, on peut la dégager. Du coup, comme on la dégage, on pourra ensuite les re-engager. Imaginons qu'on en ait 3, on engage un 3 mana, on joue un sort vert, on dégage les 3, on peut refaire 3 mana. C'est combo, ça permet de pouvoir sortir toute sa main. C'est un peu le cœur du deck. Hein, c'est un peu le cœur de la combo. Ça. Sans ces cartes-là, enfin en tout cas, sans cette carte-là, déjà la combo n'existe pas. Voilà, sachez. C'est la carte qui fait tourner la combo, c'est une des 3 parties de la combo. Et c'est une combo en 3 cartes, qui peut aussi fonctionner en 2 cartes, mais tue pas dans le tour en 2 cartes. Ça prend un peu plus de temps. En fait, voilà. Il faut quand même 3 cartes, voire même des fois 4, si on veut faire des choses totalement exponentielles. À côté. Derrière, on va avoir, alors là c'est là où ça change, parce que jusqu'à maintenant vous avez vu, on a l'impression d'avoir un deck elf normal, il n'y a rien de spécial. On se dit voilà, et en plus pourquoi il a coupé le noir, finalement est-ce que c'est pour jouer mono vert pur? Non, on a rajouté une couleur, je vous laisserai un peu la surprise après, à moins que vous le voyez déjà sur la caméra. On a les tutos qui vont être des pactes de l'invocateur. Alors normalement on va jouer corde d'adjuration ou compagnie rassemblée. Ici en fait on veut un pacte de l'invocateur parce que chaque mana compte pour partir en combo et on ne veut avoir à dépenser aucun mana pour tutoriser. On veut chercher la carte qui va généralement être ou une druidesse de l'héritage
ou une sentinelle des orties, dans 80% des cas. Et pour pouvoir nous permettre de partir en combo, c'est elle qu'on veut, on en a 8, et du coup là on a 0 mana pour la jouer. Le problème de Corde à Duration, c'est qu'il faut engager des elfes, or ces elfes là on veut les utiliser pour faire du mana avec la druidesse. Pour commencer la combo. Voilà, donc du coup, c'est un peu le problème, c'est pour ça qu'on joue les pactes, et de toute façon généralement quand on joue les pactes, on est censé tuer dans le tour, C'est ça. ou de toute façon avoir tellement de mana derrière que c'est dangereux, mais ça rentre dans l'optique du jeu qui va être très très combo. On va revoir ensuite la carte qui permet la combo, la carte qui va être le bibelot de Père Nuage, l'artefact. Cette carte-là, qui nous dit qu'à chaque fois qu'on joue un permanent non-artefact, sous notre contrôle, à chaque fois qu'un permanent non-artefact arrive sur notre contrôle, on peut choisir de bouncer un autre permanent qui partage le même type que lui. Ça permet de, quand je pose une créature, de remonter une autre créature. Quand je pose un terrain, de remonter un autre terrain, et ainsi de suite. Dans notre jeu, on va pouvoir s'en servir pour pouvoir remonter des créatures. Parce que du coup, imaginons que j'ai une druidesse sentinelle, une druidesse de l'héritage plus une sentinelle des orties, ou même une druidesse de l'héritage plus un élite de Dvidven, et ben j'engage les 3, je fais 3 mana, je mets n'importe quelle autre bête, je peux remonter l'élite de Dvidven. J'ai 3 mana, pour 2 mana, je peux utiliser l'élite de Dvidven, je fais un autre elfe, je reprends la druidesse, je repose la druidesse, je rengage 3 mana, je reprends l'élite de Dvidven. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir faire, par exemple, avec ça, des créatures qui arrivent à l'infini, des effets d'arrivée en jeu infini, et du coup, ce qui nous permet, première combo, voilà, je vous l'ai dit, première combo, druidesse de l'héritage plus élite de Dvidven, on peut faire token infini. J'explique vite fait. La druidesse est là, on fait venir l'élite de Dvidven, les capacités rentrent en pile. Au moment où elle arrive en jeu, on va faire un token et on va choisir de remonter la druidesse de l'héritage. On engage les 3, on fait 3 mana, on remonte la druidesse de l'héritage en main. Il nous reste 3 mana en pool. On joue la druidesse de l'héritage, il nous reste 2 mana en pool, on choisit de remonter l'élite de Dvidven. On remonte l'élite de Dvidven, on la rejoue avec les 2 mana en pool, on refait un token, en réponse, on rengage, on fait 3, on reprend la druidesse de l'héritage. On crée ainsi une boucle qui nous permet de créer des tokens à l'infini. Ce qui est déjà pas mal. Deuxième combo, la même chose avec une visionnaire elfe, sauf que cette fois-ci, il nous faut une sentinelle des orties, car la visionnaire elfe ne fait pas de token. Donc du coup, il va nous manquer à chaque fois une créature. Là, on fait la même chose, sauf que comme on a la sentinelle des orties qui se dégage à chaque fois qu'on joue l'une des bêtes, on peut faire les 3 mana. Et flavor encore meilleur, on peut piocher toute sa bibliothèque. Parce qu'à chaque fois que la visionnaire elfe arrive, on pioche une carte. Donc du coup, grâce à ça, c'est la combo, je pioche, là, combo je fais token infini, là, combo je pioche toute ma bibliothèque. Donc là, pour l'instant, on n'a rien de spécial, on a la combo qui est connue depuis des années. Ouais. Après, vous me dites pourquoi il pioche toute sa bibliothèque, c'est voilà, forcément qu'il a un kill, qu'il a cherché quelque chose. C'est-à-dire, la combo avec Bibelot de Père Nuage est connue depuis longtemps. Maintenant, la petite nouveauté, c'est que vous savez que dans Legacy, on jouait le jeu avec Glimpse of Nature, aperçu de la nature, qui a été ban en moderne. Malheureusement. Et du coup, ici, on va essayer de jouer un simili aperçu de la nature et qui nous oblige à splasher bleu. Donc en fait, on joue vert, bleu et non vert, noir pour jouer cette carte, comme par les Zach, au doigt et à l'œil. Alors cette carte dit, et c'est là où c'est très intéressant, c'est le côté au doigt qu'on va utiliser, le côté à l'œil, on s'en fiche totalement. Pour un vert, un bleu, à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille ce tour-ci, vous pouvez piocher une carte. Donc déjà, c'est important, c'est vous pouvez, c'est pas obligatoire. Donc quand vous partez en token infini avec l'élite de Dvidven, vous n'êtes pas obligé de piocher autant, sinon vous mourrez. Donc déjà, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, mais vous pouvez faire token infini et pioche en même temps. Et là, ça devient très très fort. Sur certains tours, des fois, quand vous avez plus de cartes en main, vous pouvez juste faire un au doigt, poser un premier elfe, piocher un autre elfe, poser un... Et des fois, piocher 3 ou 4, 5 dans le tour même, ça peut vous aider à chercher votre combo. Cette carte, ce qui est très important aussi, et ça c'est là où la petite subtilité est là, à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, c'est-à-dire que si votre adversaire pose une créature à ce moment-là, ça fonctionne. Ça fait une carte que vous piochez. Si l'adversaire joue un Snapcaster, vous piochez une carte. Donc, c'est très fort, ça compense. Alors, c'est pas aussi fort que Apparition inimaginable de la nature qui coûtait que 1, et qui était qu'un vert, mais on compense sa faiblesse par autre chose. Du coup, ce qui fait que le but de pouvoir piocher quand on part avec son élite de Dvidven, c'est pouvoir commencer à choper une première sentinelle des orties, une deuxième sentinelle des orties, et pouvoir, à chaque fois, vous voyez qu'on fait la combo, garder du mana en réserve. Du coup, on va pouvoir faire mana infini, par exemple, ou token infini, et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec cette infinité de pioches, cette infinité de tokens et cette infinité de mana? Tu vas dire. Soit on peut attendre un tour et tuer avec tous les tokens, mais là on se met à portée d'un pyroclaste, on se met à portée de quelque chose. Soit on peut jouer une carte qu'on joue en x1, et là vous dites vert bleu, mais il y a une carte verte noire. On joue chaman de
la meute. Du coup, qui va faire perdre 1 point de vie pour chaque créature elfe qu'on a sur le champ de bataille. C'est peut-être la carte qui est sortie sur ces 2-3 dernières années, dans Elf en tout cas, qui a rendu Elf au niveau compétitif quelque part. C'est joué x4 dans les jeux elfes normaux, avec 4 compagnies, c'est la carte qui va killer. Là, on a besoin que d'une, parce que de toute façon, quand on va partir en combo, on va piocher sa bibliothèque. Ou au pire, si on a besoin de la chercher, on a 4 packs de l'invocateur, on fait un pacte, on la cherche, c'est ça. Et on la joue. Généralement, à ce moment-là, on part en combo, comme je l'ai dit, on a une infinité de tokens. Donc, on a une infinité de tokens, une infinité de mana, on va pouvoir la piocher, on va pouvoir la jouer. Le problème, c'est comment on joue du vert dans un jeu, comment on joue du noir dans un jeu vert-bleu. C'est pour ça qu'on a la carte à côté. Donc là, on arrive dans le côté toolbox. Manamorphose x1, parce que finalement, notre jeu s'apparente pas mal à un jeu Storm. Oui. On va jouer 12 000 sorts dans notre tour, d'ailleurs, on pourrait même jouer Grapeshot. Et pas mal aussi, là. Et du coup, on va pouvoir transformer notre mana vert en mana noir, sachant qu'on a quand même des terrains qui nous permettent d'avoir du noir, puisqu'on a des terrains qui vont nous donner les 5 couleurs. Et donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on va pas pouvoir mettre l'elfe de la charmille, parce que ces manas-là ne sont pas des forêts. À côté de ça, on va avoir 3 cartes toolbox. La première, c'est la garde d'essence, qui permet, quand on fait la combo, de gagner des points de vie et de pouvoir gagner PV infini, puisqu'on va faire arriver des créatures à l'infini, les faire remonter. Nous permet des fois de temporiser contre certains jeux, en pouvoir en poser plein d'elfes. Derrière, on a le témoin éternel qui permet de récupérer la chamane de la meute si elle s'est fait tuer, de récupérer Manamorphose si on a dû l'utiliser en début de game parce qu'on n'avait pas le choix, ou de récupérer une druidesse et une carte x1, sachant qu'avec Bibelot de Pierre Nuage, on peut la bouncer, la rejouer, on peut la tutoriser si on a besoin avec le pacte, c'est une bonne carte qu'on joue en x1 et qui est pas un elfe mais qui est obligatoire dans le jeu. Une carte qui est jouée partout, même dans Kikikord notamment. C'est ça. C'est peut-être une des meilleures cartes vertes c'est le côté toolbox, c'est ça on en a besoin. Et là, le seul gros ton, qui est le Regal Force, et dont le but est là juste de piocher des cartes, puisqu'on s'en fiche de son côté 5-5. Enfin, on s'en fiche. Ça fait toujours plaisir, hein, si elle était 1-1, elle serait moins forte, mais elle nous fait piocher une carte pour chaque carte de créature qu'il y a sur le champ de bataille qu'on contrôle. Donc du coup, ça nous permet des fois, quand il nous manque des cartes pour la combo, on a plein de mana, on sait pas quoi en faire. Ouais. Et des fois, on va faire pacte vert sur Regal Force, parce qu'on a besoin de choper sa pierre ou son doigt à l'œil. Ouais, pour avoir joué quelques fois contre toi avec ce deck-là, c'est vrai que même si c'est la seule carte qui te reste en main, souvent, quand tu arrives à la jouer, ça permet de revenir. Derrière, tu reverses la game. Voilà. Très souvent. Donc voilà, donc là le jeu il est parti sur cette combo là. Le but c'est d'assembler la combo le plus vite, c'est pour ça qu'on a 9 accélérateurs de mana. Sachant que c'est avec 9 accélérateurs de mana, on peut faire tour 2 druidesse de l'héritage, engager 2 elfes plus l'elfe qu'on a posé tour 1, faire un bibelot de pierre nuage et partir tour 3. On peut gagner tour 3. Alors attention, en moderne, on n'a pas le droit de gagner dans le tour 4, blablabla. C'est pas stable, c'est fragile, c'est des créatures, ça peut se faire tuer. Mais c'est vrai que dans l'absolu, ça brise la règle du tour 4. Mais c'est pas le seul jeu, Thorn peut le faire, et Infection peut le faire aussi, Goryo aussi, et dans certains cas, Nauseam y arrive par miracle. On va peut-être passer à la base de mana. On va passer à la base de mana qui va vous étonner, puisque tout à coup on a un jeu elf avec 7 fetch. Alors pour les fetch, vous voyez qu'on a des verts rouges, 4 verts rouges et 3 verts blancs, on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est 7 fetch avec du vert. Pour prendre des verts noirs, des verts bleus, on s'en fiche. Voilà, c'est juste là, j'ai pris ceux-là parce que mes verts bleus sont autre part. Là, j'ai pris les verts rouges et les verts blancs. On en choisit 7. Alors pourquoi des fetch? Parce qu'on a besoin de ce bleu. Et de ce bleu, en fait, on va le jouer grâce aux 2 bassins d'élevage, 2 Ravland, vert bleu. Et du coup, on va fetcher parce que ce bleu, il est obligatoire pour au doigt et à l'œil. Finalement, ce bleu, il va être utilisé que pour au doigt et à l'œil et pour certaines cartes de side que je vous expliquerai après. Ensuite, on a une carte x1 qui là, par contre, vous avez raison de me dire, un terrain de prédilection, vert rouge. Pourquoi il n'y a aucune carte qui est rouge? Cette carte-là est là uniquement pour des cartes qui sont dans la réserve. C'est-à-dire que si après avoir vu le side, vous dites je ne vais pas jouer cette réserve-là, vous pouvez totalement enlever le terrain de prédilection et mettre un 3ème breeding pool ou mettre un Ictos. Il y a certaines versions qui mettent des fois un Ictos. Moi, j'ai pas aimé avoir un terrain qui me donne de l'incolore, même si ça peut faire de la magie. Voilà, ça c'est les choses-là. Ensuite, on a notre petite charmille qui est du coup une créature. Alors, ce qui est fort, et là on en revient, quand on joue au doigt et à l'œil, à chaque fois qu'une créature arrive en jeu, on pioche une carte. C'est-à-dire que si on fetch et qu'on cherche charmille, on pioche une carte. Si à un moment il nous manque une créature pour pouvoir lancer la première activation du bibelot, on pose le bibelot et on n'a pas de créature en main pour en bouncer une, on peut poser un land, fetcher, faire venir charmille et reprendre une créature. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas là parce qu'on a besoin pour autre chose, elle est là pour nous aider à la combo, elle est là pour nous aider à piocher, x1, en plus on joue cette fetch, donc on va pas s'en priver. C'est juste ça.
À côté, on a les 3 forêts basiques. Hein. Et la dernière carte que je vous réservais, qui va être le Cerisier interdit, Forbidden Orchard, x4. x4, alors c'est un terrain qui est super important parce que déjà, premièrement, il peut nous donner la couleur qu'on veut. Donc on peut avoir et le bleu avec, et le noir au cas où. Mais le noir, c'est pas si grave que ça parce que comme on disait, des fois, si on a déjà posé un terrain ce tour-ci et qu'on veut tuer dans le tour, malheureusement, on va pas pouvoir poser un Cerisier. Donc du coup, on va utiliser la Manamorphose pour avoir le noir, pour pas avoir besoin d'un tour en plus. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est que la deuxième ligne en dessous, qui dit qu'à chaque fois qu'on engage pour avoir du mana le Cerisier, on donne une créature 1-1 token à l'adversaire. Donc du coup, c'est une carte qui n'est pas du tout jouée à moderne parce que c'est mauvais de donner une créature à l'adversaire, même pour un mana. Sauf que, je vous rappelle que au doigt et à l'œil dit qu'à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, on pioche une carte. Du coup, on prend un mana, on fait un token, on pioche une carte. Donc en gros, là, en activant un terrain, je pioche une carte. C'est gratuit. Et là, c'est très fort. Là, c'est gratuit. Ouais. Donc ça permet des fois de partir en combo alors qu'on n'a pas de créature. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire jouer au doigt et à l'œil. J'avais 100 créatures. Je fais Cerisier, je fais un mana, je pioche une carte. Deuxième Cerisier, je pioche une carte. Oh, une créature, je pose une créature, je pioche une carte. Et on part des fois en combo comme ça. Ou même si on part pas en combo, ça permet de donner de la value au doigt et à l'œil. Ça permet des fois de se refaire une main, simplement, avec juste 2 terrains et une seule bête. Ouais. Alors comme vous avez pu le voir, c'est un deck où il y a pas mal d'elfes. Qui dit elfe généralement dit pas cher, deck budget. Dans cette version-là, malheureusement, c'est un peu plus cher qu'un... On n'est pas dans un deck budget. 3 Ravland, 3... voilà. Ouais, et 7 fetch. Et malheureusement, les 4 pactes qui coûtent un petit peu cher aussi. Les Cerisiers sont pas trop chers. Les druides sont un peu descendus. Par contre, c'est vrai que tous les autres elfes sont pas chers du tout. Hein, c'est des elfes qui vont quasiment rien coûter. Malheureusement, c'est un peu cher. Après, il faut savoir que les versions vert-noir jouent quand même des cavernes des âmes et jouent quand même des cartes qui coûtent aussi cher. Il faut dire aussi qu'on est dans un format moderne. Donc, qui dit format moderne, dit à un moment donné un minimum d'investissement. Il faut savoir également qu'on a pris une bonne habitude. On va vous révéler à la fin de notre deck tech le budget du deck. C'est ça. Comme ça, pour ceux qui voudront... Environ. Après, ce budget va évoluer en fonction du moment où on regarde la vidéo. Des cartes, etc. du moment. Voilà. Mais globalement, c'est un deck qui est vachement intéressant et qui gagne vraiment pas mal de parties. Alors pour l'avoir testé, alors j'aimerais juste faire une petite aparté. Ouais. Il y a le joueur Luis Scott Vargas qui n'a pas apprécié vraiment la combo avec Chaman de la Meute et Manamorphose. Et il a remplacé ça par commandement primitif et en rajoutant une deuxième garde d'essence. Le concept, c'est qu'il y a un mode ici qui permet de renvoyer un permanent non-terrain au-dessus de la bibliothèque de l'adversaire. Et du coup, quand on part en combo mana infini, on peut faire commandement primitif, je joue témoin éternel, je reprends le commandement primitif, je te remets une carte au-dessus de la bibliothèque, je rebounce mon témoin éternel, je refais commandement primitif, et ça permet de faire combo de mon primitif à l'infini, donc de pouvoir renvoyer toutes les cartes sauf les créatures au-dessus de la bibliothèque de l'adversaire, lui faire mélanger sa bibliothèque, gagner une infinité de points de vie, et lui dire à toi. C'est super marrant. Là, il peut piocher, mettre un terrain et il a perdu quoi. Voilà. C'est une autre version. Moi, je préfère rester sur cette version-là. Je dis pas qu'elle est moins bonne. Ça permet de pas avoir ce problème de noir. Ça n'empêche que, par contre, le problème, c'est qu'on a besoin d'avoir le témoin éternel. Si on n'a pas le témoin éternel, ou s'il se fait gérer autrement, je sais pas, la combo est plus fragile de ce côté-là. Donc voilà, c'est une version 2 de jeu. C'est un jeu de combo qui est assez fun. C'est assez marrant des fois de partir de nulle part. Le problème, c'est que des fois, le jeu il fizzle. Alors, quand on dit fizzle, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à choper la combo, il rate tout seul. Ou si on s'est fait gérer la carte maîtresse. C'est comme tout type, comme tous les decks combo. Hein. Quand il y a une pièce qui manque, la combo elle tombe à l'eau. L'avantage de ce jeu-là, voilà, il est très fort contre les jeux peu interactifs. Les jeux qui ont des bêtes, les jeux qui ont machin, qui ont besoin de temps. Les jeux qui n'ont pas beaucoup de disrupt, pas beaucoup d'anti-bêtes, machin, on est bien. Contre les jeux qui ont beaucoup d'anti-bêtes ou qui ont beaucoup de cartes comme Pyroclasme, parce qu'il faut savoir cette version-là ne joue pas l'archidruide elfe qui permet de donner +1/+1 aux elfes, ou ne joue pas Ezuri qui permet de sauver les elfes dans les autres versions des jeux. Cette version-là est full combo, donc nos elfes ils seront toujours 1-1 ou 2-2. Donc un Pyroclasme. Ouais, ça fait mal par contre. Par contre, on est beaucoup. Ouais, on sort plus vite. C'est ça, tu sors plus vite, et puis même je t'ai déjà vu revenir après avoir pris Vrasse. Donc pourquoi? Parce que tu as beaucoup de tours 1. C'est ça. Tu as beaucoup de tours 2, et pour le coup, tu arrives de temps en temps à repartir derrière. Grâce justement au Régal Force ou d'autres choses comme ça. Par exemple. Ouais. Mais voilà, c'est un jeu qui est assez amusant à jouer, qui va dépendre du méta, mais en tout cas, attendez-vous à faire des tours des fois qui durent, comme Storm, hein, des tours qui durent 10 minutes, à créer une boucle, à expliquer à l'adversaire ce qui va se passer.
Par contre, ce qui est plaisant, c'est de pouvoir dire bah, je pioche ma bibliothèque, je fais 1 million de tokens, je gagne 1 million de points de vie, je te mets 1 million de dégâts. C'est la sentiment de puissance comme ça. Ouais. On a l'impression de pouvoir faire de la magie. Enfin, voilà, on a l'impression de pouvoir faire de la magie. Et contrairement aux jeux Storm et compagnie, quand on part en combo, la combo ne rate pas. Puisqu'on crée une boucle, donc on est sûr de pouvoir la faire jusqu'au bout. Alors que les jeux comme Storm ou comme Unstorm ou des jeux comme ça, ou comme Jeskai Ascendancy, doivent faire attention à pas se rater. Là, au moment où on arrive à bien ficeler la boucle, c'est ça. Elle est là jusqu'au bout. Voilà. En tout cas pour ce jeu. Est-ce que tu as par exemple des match-ups que tu ne supportes pas? Alors les match-ups que je supporte pas, c'est par exemple les match-ups qui vont jouer des races tables de base. Genre par exemple à l'époque où Tron jouait 4 pyroclasmes de base. Voilà, ça on n'aime pas. Alors ce qu'on est obligé de faire, c'est obligé de lui faire lâcher son premier pyroclasme vite. Mais en même temps, sachant que derrière le pyroclasme, il y a des pierres de l'oubli. Donc soit on essaie de faire la course, soit on essaie de venir en arrière. Du coup, en ce moment dans le méta, on n'a pas non plus beaucoup de decks qui jouent de Vras, très peu. On a uniquement effectivement peut-être Top Terre qui vient d'arriver, qui joue 3-4 Vras et qui peut gérer. En fait voilà, c'était un deck qui était très fort à l'époque un peu tard où il y avait Eldrazi parce qu'il y avait peu d'anti-bet finalement. Peu d'anti-bet et c'était un deck qui pouvait faire la course à Eldrazi parce que finalement il allait plus vite que lui. Donc dans un méta où il n'y a pas beaucoup d'anti-bet, on aime bien. Quand il y a beaucoup d'anti-bet, on n'aime pas trop, ou alors quand il y a des jeux, et là je vous l'expliquerai dans le side, qui font comme nous mais plus vite. Et là je pense à des jeux comme Infection ou à des jeux comme Affinity, parce qu'on n'a aucun moyen d'interagir avec l'adversaire, zéro. Donc lui il se dit bah ok si c'est une course, moi je vais la faire, je risque de la gagner. Sinon les autres jeux ça va. Contrôle, bah on va trop vite pour lui, c'est Remand, c'est Manalik et c'est machin. À un moment donné ça passe. Ça passe, on fait trop de mana et il va essayer de contrer absolument la druidesse de l'héritage, mais voilà. Bah écoute, on va voir un deuxième épisode, une deuxième partie avec le side. Tu nous présenteras le side et tu nous éclaireras un petit peu sur les bons match-ups, les mauvais match-ups avec le side. Et puis on se revoit tout de suite pour la deuxième partie. Bye bye.